Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres de votre édition du 22h ce soir. 5 sondages rendus publics en 24 heures mettent en évidence une tendance générale très favorable à François Hollande. La bataille du premier tour s'annonce tout de même serrée. Le candidat socialiste veut prendre la tête pour appeler au rassemblement le plus large possible et décrocher une nette victoire le 6 mai prochain. Pour Nicolas Sarkozy, la première place dimanche est un impératif pour espérer créer une dynamique au second tour, sans oublier bien sûr les surprises qu'espèrent créer les 8 autres candidats. Débat et analyse ce soir avec de nombreux éditorialistes sur notre plateau. Et puis l'heure, c'est un peu l'esprit de la loi qui interdit en France la publication des résultats de la présidentielle avant 20 h et la fermeture de tous les bureaux de vote. Mais les médias étrangers comptent bien contourner cet embargo. En France, le quotidien Libération n'exclut pas non plus de publier les estimations de ce premier tour à partir de 18h30 sur leur site. Alors, quelle est la marge d'erreur de ces résultats avant l'heure? Élément de réponse dans ce journal. Et puis comme chaque soir, notre rendez-vous route de campagne, nous sommes en Lorraine ce mercredi pour rencontrer une catégorie particulière de salariés. Les frontaliers, ils sont 100 000 à traverser chaque jour la frontière pour aller travailler, notamment au Luxembourg. Nous retrouverons sur place Marie Brémaud tout à l'heure. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. C'est probablement le retour de bâton de l'ouverture pratiquée par Nicolas Sarkozy, Martin Hirsch, Fadela Amara. Les ralliements à François Hollande se sont multipliés ces derniers jours, certains venant du camp villepiniste, sans compter le basculement de l'entourage chiracien. L'UMP dénonce aujourd'hui ceux qui, sur le tard, vont à la soupe. On voit tout cela avec Mounir Soussi et Sandra Cerquera. La parenthèse de l'ouverture est bien refermée. Hier, sur les bancs du gouvernement, aux côtés de Nicolas Sarkozy, aujourd'hui, soutien public de François Hollande. Fadela Amara et Martin Hirsch voteront pour le candidat socialiste dimanche prochain. Un non-événement pour le successeur de Fadela Amara au ministère de la Ville. Elle fait ce qu'elle veut, Fadela, elle est libre. C'était la preuve que c'était bien une ministre d'ouverture. J'espère que d'autres feront le même ouverture. Comme il l'a fait pour la présidence de la Commission des Finances ou la Caisse ou la Cour des comptes. Bien qu'il ne soit pas surprenant pour le patron de l'UMP, Jean-François Copé, ces revirements font s'étrangler à droite. Christian Jacob juge indigne ce comportement. Dans les rangs de la majorité, la pilule est dure à avaler. Je le vis personnellement comme une trahison. Il y a toujours dans les situations de tension quelques opportunités qui sont saisies par ceux qui sont opportunistes. La vague de ralliement aux candidats socialistes touche aussi des personnalités ancrées à droite. Après Jacques Chirac, qui avait annoncé qu'il voterait Hollande, Brigitte Girardin et Corinne Lepage, ministres sous Chirac, ont pris ce trait d'humour corrézien pour argent comptant. Elles glisseront dans l'urne un bulletin François Hollande. Et Jean-Luc Mélenchon a ironisé ce soir sur les ralliements de ces personnalités à la candidature de François Hollande. Il décrit l'arrivée, je cite, d'une armée de bras cassés qui rappliquent. Dans l'actualité, les déclarations de Chantal Jouanneau sur les réseaux sociaux ont provoqué de sacrés remous dans le camp sarkozyste. L'ancienne ministre et actuelle sénatrice affirme qu'elle votera bien pour Nicolas Sarkozy, oui, même si elle a des désaccords profonds avec lui. Cette candidate espère dépasser les 5% dimanche. Mais pour le moment, Eva Joly plafonne à 2,5% d'intention de vote dans les sondages. La candidate Europe Écologie Les Verts, en meeting ce soir au Cirque d'Hiver à Paris, attaque Nicolas Sarkozy sur son bilan, mais pas seulement. Ce matin, à Neuilly, elle a dénoncé un système dans les Hauts-de-Seine. Les détails avec Joachim Robe. Eva Joly face à Nicolas Sarkozy. C'est à Neuilly, au pied de l'ancien appartement du chef de l'État, qu'elle interpelle le président candidat. Comment est-ce que vous avez financé l'appartement duplex qui a donné lieu à une plus-value de 122% quelques années plus tard? Étape suivante, quelques rues plus loin, devant le domicile de Liliane Bettencourt. Eva Joly l'accuse de fraude fiscale et d'avoir financé illégalement la campagne 2007 de Nicolas Sarkozy. Nous sommes ici au cœur d'un système. Dans cette rue, il n'y a que les bonnes qui payent des impôts. Des accusations balayées la semaine dernière par le chef de l'État. Quand on pense que cette dame qui viole tous les principes du droit, qui porte des accusations scandaleuses, sans aucune preuve, était magistrate, ça fait frémir. Mais la candidate décrochée dans les sondages redevient juge d'instruction.
Après une halte devant le Fouquet's, elle saisit la commission des comptes de campagne sur d'éventuelles malversations. Là, ce que je demande les comptes de campagne détaillés ainsi que les pièces jointes telles que déposées devant cette commission. Une demande qui a peu de chances d'aboutir avant l'élection présidentielle. L'affrontement se poursuivra donc dimanche dans le secret des isoloirs. Ne pas dévier de sa ligne jusqu'au bout, François Hollande maintient que son programme ne changera pas en fonction du score et d'éventuelles négociations avec Jean-Luc Mélenchon. Le candidat socialiste l'a rappelé ce soir sur TF1. On l'écoute. Qu'est-ce que je ferai entre les deux tours s'ils m'ont mis en situation d'être qualifié? Eh bien, j'écouterai les messages qui auront été passés, ce qu'ont dit les électeurs français. Mais ça sera un peu qui même, monsieur. Mais je ne négocierai pas. Ça n'est pas ce qu'est la logique de l'élection présidentielle. J'ai présenté mes propositions, mes engagements. François Hollande qui a affirmé au cours de cette même émission que la réflexion est ouverte sur un éventuel coup de pouce à apporter au SMIC, le tout en concertation avec les partenaires sociaux et également en fonction de la situation des entreprises. Le salaire minimum est aussi au cœur des discours et des programmes d'autres candidats. Alors que propose-t-il concrètement? Tour d'horizon avec Julien Cholin. Pour promettre l'augmentation des salaires, l'arme numéro 1, c'est le SMIC. Nathalie Arthaud et Jacques Cheminade l'ont bien compris et tous deux proposent un salaire minimum à 1 700 €. Immédiatement en net pour la candidate de lutte ouvrière, 1 700 € brut en 2 ans pour Jacques Cheminade. Nathalie Arthaud revendique également une hausse générale des salaires de 300 € et leur indexation sur l'évolution des prix. Pour Eva Joly, la priorité, c'est l'égalité salariale entre hommes et femmes. La candidate écologiste promet aussi de majorer les heures supplémentaires pour les personnes travaillant à temps partiel et envisage un salaire minimum pour les stagiaires à hauteur de 50% du SMIC. Jacques Cheminade insiste sur la formation des chômeurs et propose de leur assurer un revenu à hauteur de 2/3 du SMIC. Enfin, François Bayrou ne semble pas faire de l'augmentation des salaires sa priorité. Il assure cependant qu'il ne gèlera pas ceux des fonctionnaires. 5 sondages rendus publics en 24 heures mettent en évidence une tendance générale très favorable à François Hollande. La bataille du premier tour s'annonce tout de même serrée. Les deux favoris se battent pour la première place. Plusieurs candidats espèrent aussi créer la surprise à J-4. Quels sont les rapports de force, les dernières stratégies, les éventuelles surprises perturbatrices? On en parle avec nos invités ce soir. Je vous les présente avec plaisir. Pierre Aski, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes le cofondateur du site Rue 89. Avec nous également Guillaume Tabar. Bonsoir. Bonsoir Guillaume, éditorialiste aux Échos. Et j'accueille aussi Céline Braconnier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sociologue à l'Université de Cergy-Pontoise et co-auteur d'un livre remarqué intitulé « La démocratie de l'abstention ». Alors messieurs, dames, plusieurs sondages de différents instituts annoncent une bataille serrée au premier tour. Guillaume Tabar, l'enjeu est donc très important pour les deux candidats dès dimanche. Oui, bataille serrée pour la première place, parce que en termes de rapport de force, malgré tout, le total des voix de gauche, si on additionne François Hollande, Jean-Luc Mélenchon et Eva Joly, est nettement supérieur au total des voix de droite, puisque Nicolas Sarkozy, lui, n'a pas de report de voix naturel. Bon. Donc la bataille paraît serrée pour le premier tour, mais elle est quand même déséquilibrée en termes arithmétiques. Bon. Cela dit maintenant, vous l'avez dit, il y a toujours des surprises dans une élection. Les sondages vont peut-être enfin se taire à partir de demain. Et les Français ont pas quasiment, chaque jour, ont vécu au rythme des sondages. Les Français et les candidats, il faut reconnaître que les candidats, les premiers, ont calqué leur stratégie, leur réaction en fonction des sondages. Bon, maintenant, c'est les électeurs qui vont faire leur choix et c'est là que tout devient possible, pour parodier un slogan de il y a 5 ans, parce que des électeurs de gauche peuvent se dire « Oh là là, Jean-Luc Mélenchon monte trop fort, ça peut affaiblir François Hollande, donc on va voter pour lui. » Mais on peut dire inversement, il y a une dynamique Mélenchon, donc on va vers lui. À droite, ça peut être pareil. Les électeurs du Front National peuvent dire Nicolas Sarkozy peut être battu, Marine Le Pen remonte, il faut renforcer ce pôle-là. D'autres peuvent dire « Mais attention, il y a un danger de gauche, donc il faut renforcer le candidat de droite. » Vous voyez, il peut y avoir 50 scénarios possibles et c'est toujours là que les surprises arrivent. Et je crois que c'est le point important à rappeler à 2 jours maintenant du premier tour, c'est que sur les 2 derniers jours,
plus exactement, il y a toujours eu un décalage réel, parfois fort, entre les résultats dimanche soir et les tout derniers sondages. Je prendrai un seul exemple, 2007. Nicolas Sarkozy termine les sondages à 27-28% et Jean-Marie Le Pen à l'époque à 14-15%. Et bien dans les urnes, Jean-Marie Le Pen s'effondre à 10% et Nicolas Sarkozy fait 31%. Pierre Aski, cette bataille du premier tour sera serrée. Pour François Hollande, l'enjeu est important aussi, être premier même d'un cheveu pour rassembler le plus largement possible. Alors moi il me semble que, contrairement à ce qui vient d'être dit, tout n'est plus possible. Ça y est, on s'en va, c'est plié? Non, je ne pense pas que ce soit plié parce qu'il y a effectivement le libre arbitre de chaque électeur et les éventuelles surprises d'entre-deux tours. Mais la tendance lourde qui était, il y a quelques semaines, qui pouvait sembler favorable à Nicolas Sarkozy dans un rattrapage, et non pas, même au deuxième tour, il a toujours été donné perdant dans les sondages. Mais là, la tendance lourde, elle est plutôt dans l'autre sens. Et il y a un constat qui est fait aujourd'hui par l'entourage du président sortant, que les chiffres ne sont pas bons pour lui. Et que là où il parlait d'une vague, il sentait monter une vague il y a 10 jours, aujourd'hui la vague elle est plutôt dans Ce matin encore, il continue à y croire, il affirme qu'il peut arracher la victoire, il promet des surprises dimanche. Il a besoin, lui, a un besoin vital d'arriver en tête au premier tour. S'il n'arrive pas en tête, il n'est pas en mesure de créer ce qu'il espère être un élan pour le deuxième tour, s'il est bon dans le débat, enfin bref, il y a un certain nombre de conditions. C'est plus vital pour lui aujourd'hui que pour François Hollande, qui a une arithmétique effectivement qui est plus favorable parce que les reports naturels de gauche sont aujourd'hui au sommet de ce que la gauche peut espérer dans une élection présidentielle française. Donc la situation est plutôt plus favorable à François Hollande. Avant de parler juste de l'abstention avec Céline Braconnier, juste un mot, Guillaume Tabar, pourquoi ce fléchissement, certains diront ce plongeon de Nicolas Sarkozy dans certains sondages? Alors Nicolas Sarkozy, lui, a une interprétation, c'est le passage aux règles d'égalité de temps de parole qui fait qu'il se retrouve seul contre 9 candidats qui le pilonnent. C'est peut-être une part de l'explication. Je pense que ça n'est pas la totalité. Je pense qu'il y a eu un vrai problème de lisibilité de la campagne de Nicolas Sarkozy, qui a notamment, sur les derniers jours, un peu oscillé entre différentes stratégies. Soit la poursuite de la stratégie Buisson, aujourd'hui très critiquée, mais dont il faut quand même rappeler. Patrick Buisson, on rappelle, voilà. En gros, de mettre l'accent sur le régalien, donc de parler d'immigration, etc. Bon, stratégie critiquée. Certains appellent la droitisation. Ou de la droitisation. Ce qui est plus compliqué que ça, parce que ça n'est pas que la droite, mais bon, peu importe. Il ne faut quand même pas oublier que c'est cette stratégie qui lui a permis de remonter très fortement depuis son entrée en campagne, mais peut-être de manière insuffisante. Et puis, le retour au discours économique, lorsqu'il a mis en garde contre l'arrivée de la gauche sur la fébrilité des marchés. Il y a eu un peu un télescopage de deux lignes différentes, et c'est peut-être ce sentiment qui a perdu une partie de ses électeurs. Et puis il y a une inconnue, Céline Braconnier, c'est l'abstention. Selon les instituts déjà, il y a une fourchette assez incroyable. Ça évolue entre 20 et 32%. Comment l'expliquer? Oui, entre Ipsos et l'IFOP, il y a effectivement 12 points d'écart. Tout simplement parce qu'il est très difficile de prévoir l'abstention. Déjà, on a du mal à la mesurer après le vote effectif, puisque les gens ont du mal à reconnaître devant un sondeur, devant un enquêteur, qu'ils s'abstiennent. C'est la norme civique pousse à se présenter. C'est un acte honteux, entre parenthèses? Oui, encore un petit peu, surtout dans les générations les plus âgées. On culpabilise moins aujourd'hui quand on est jeune de s'abstenir, mais c'est pas le cas dans toutes les catégories sociales et dans toutes les classes d'âge. Ça reste encore, on a envie de donner une bonne image de soi, et donner une bonne image de soi, c'est montrer qu'on participe à la vie publique au moins par le biais du vote. Donc on a beaucoup de mal à prévoir cette abstention, et ça explique qu'en fonction des instituts de sondage, on ait des résultats aussi différents. Maintenant, on a d'autres indicateurs que les sondages qui tous vont dans le même sens pour nous laisser penser qu'on aura un taux de participation bien moins important que celui qu'on a enregistré en 2007. Donc selon vous, le taux d'abstention sera élevé ou est-ce qu'il sera historiquement élevé? Non mais ça, on n'a aucun moyen de le savoir. On n'a aucun moyen de le savoir. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'aura pas les 84% de participation qu'on a enregistré en 2007. De quoi dépend la mobilisation des électeurs? De l'intensité de la campagne, des profils, des personnalités, des candidats? C'est un tout, la campagne. Ça mobilise quand c'est très présent sur les médias grand public, à la télévision, quand on a des personnalités très clivées, quand on a des candidats nouveaux qui incarnent des promesses de rupture. Faire rêver, c'est très mobilisateur. Quand on a une dynamique aussi qui commence très tôt, notamment à l'étape de l'inscription sur les listes électorales. Et sur tous ces aspects-là, cette année, on est très en retrait par rapport à ce qui s'est passé lors de la dernière présidentielle. Alors messieurs, selon vous, Pierre Aski, qui souffrirait
tirer ou pas tirer davantage de cette abstention? C'est très difficile à dire parce qu'il y a autant de raisons de s'abstenir quand on est de droite, les déçus de Nicolas Sarkozy par exemple, ou quand on est de gauche parce qu'on ne croit plus à un certain type de discours, ou tout simplement quand on est ailleurs, c'est-à-dire que le discours politique en général sonne creux et ne parle plus aux gens. Ce qui est quand même frappant dans cette campagne, et c'est sans doute l'impact de la crise, c'est que personne, sauf Jean-Luc Mélenchon, ne s'est pris à faire rêver. Jean-Luc Mélenchon est le seul à avoir insufflé par son lyrisme et par son charisme une part de rêve dans son discours politique. Les autres étaient au contraire dans la retenue. Pourquoi selon vous? Parce qu'ils savent qu'ils peuvent gouverner? Oui, François Hollande a dit ce soir une phrase importante, je pense, sur TF1. Il a dit « Je n'ai rien promis que je ne puisse tenir ». Et je pense que c'est le cœur du discours aujourd'hui, c'est-à-dire que les électeurs ont quand même le sentiment qu'on leur a vendu beaucoup de rêves au cours des scrutins précédents et qu'à l'arrivée, la situation de la France est aujourd'hui moins bonne. Oui, sur l'abstention, je crois qu'il y a deux réalités un peu contradictoires. La première, c'est qu'on a d'un côté un camp qui veut gagner, parce qu'il n'a pas été au pouvoir depuis longtemps, c'est la gauche. Voilà, donc toute l'évocation du souvenir du 10 mai 80, la campagne de Mélenchon, etc. Voilà, la gauche est motivée, la gauche veut gagner. En face, on a le sentiment d'avoir une droite résignée, donc on pourrait penser que l'abstention sera de ce côté. Inversement, on entend beaucoup dire aussi, et là je parle un peu sous votre contrôle, que les catégories les plus mobilisées, celles qui vont le plus spontanément voter, ce sont en général les catégories les plus acquises à la droite, notamment les plus de 65 ans. Et que les jeunes, les électeurs des banlieues sont ceux qui vont le moins voter, or ce sont les plus motivés pour la gauche. Donc laquelle de ces deux réalités va l'emporter, ce sera la surprise de dimanche. Alors, je voulais qu'on parle aussi de la poussée de la gauche. Le total des voix à gauche est impressionnant. En tout, selon les sondages, il totaliserait près de 40% des voix au premier tour. Pour comparer, même, ça, même parfois 45, 46. Un petit peu plus. En 2007, c'était de l'ordre, je crois, je parle sur votre contrôle, Guillaume Tabar, de 35-37%. Qu'est-ce que cela reflète? Est-ce que c'est la logique? Après les succès électoraux de la gauche, au municipal, au régional et puis au sénatorial, Pierre Aski? Oui, je crois qu'il y a deux éléments. Le premier, c'est qu'effectivement, la gauche a gagné tous les scrutins intermédiaires des dernières années et se retrouve reconstitué en termes d'organisation, d'unité aussi, ce qui était important pour le Parti socialiste, qui a été quand même en piteux état il y a quelques années. Et l'autre élément qui est logique aussi, c'est celui du prix à payer pour la crise, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une seule élection gagnée par les gouvernements en place en Europe au cours des 18 derniers mois. Tous les gouvernements payent le prix de l'état social, de l'austérité, de cette crise. Donc il y a une soif d'alternance logique après une situation de crise. Vous parlez de soif, mais Céline Braconnier, votre regard justement de sociologue, est-ce que c'est une véritable adhésion à la gauche, à son programme, à son chef? Est-ce qu'elle le représente ou est-ce que c'est une poussée de la protestation et peut-être aussi de l'anti-sarkozisme? Oui, ce qu'on mesure beaucoup, c'est du rejet du gouvernement actuel, plus que de l'adhésion à un candidat ou au programme qui soutient. Comme vous le disiez, la seule adhésion positive qu'on mesure dans les milieux populaires notamment, c'est celle provoquée par la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Mais c'est vrai qu'il y a plus de rejet du candidat sortant. Qu'un véritable enthousiasme, parce que tout cela se joue sur un fond de désenchantement à l'égard de la politique. Il faut dire que le décor, l'arrière-plan, c'est la crise. C'est la crise. Doit jouer, oui, bien sûr, la crise n'est pas favorable à cela. L'impression que les politiques ne peuvent pas finalement changer grand-chose et améliorer la vie quotidienne. Donc c'est un fond qui n'améliore pas le rapport à la politique. Et il y a un désenchantement qui est presque structurel maintenant, qui est lié aux alternances gauche-droite successives depuis le milieu des années 80, qui ont produit ce désenchantement, cette méfiance, ce scepticisme à l'égard de la politique, qui explique que certaines catégories se tiennent en retrait des urnes depuis quelques années. Et pourtant, Guillaume Tabar, il reste 3 jours. À droite, évidemment, on veut inverser la tendance et certaines attaques arrivent. Il y a un nouvel argument depuis quelques jours. Voilà ce qui est dit. Entre guillemets, il ne serait pas sain et équilibré pour la démocratie que la gauche ait tous les pouvoirs. Référence à l'Assemblée nationale, au Sénat, etc., etc. Est-ce que c'est un argument qui peut parler aux électeurs? C'est en tout cas un argument classique, mais qui ne résiste jamais aux vagues. Souvenez-vous, pour les plus anciens parmi nous, souviens peut-être de la campagne de 81, je revois une affiche du RPR, après la défaite de Giscard, qui était de dire ils vont avoir tous les pouvoirs. Bon, parce qu'à l'époque, la droite n'avait pas encore conquis majoritairement non plus les collectivités locales. Bon, sauf que les Français voulaient donner cette majorité. Ce qui est vrai, c'est que ce serait effectivement la première fois, notamment depuis que le Sénat est passé à gauche, que la totalité
des pouvoirs serait dans une famille politique. Puisque avant, même lorsque la droite était dominante, voilà, il y avait des départements et des régions qui étaient à gauche, ou lorsque la gauche était au pouvoir, il y avait toujours le Sénat qui incarnait un équilibre. Donc là, c'est vrai que ce serait une situation inédite sur le plan historique, que tous les pouvoirs soient du même côté. Bon, mais en même temps, il y a d'autres formes de cohabitation qui s'installent, parce que la cohabitation entre l'État central et les collectivités locales est aussi une forme de cohabitation. Et on verra bien comment sera le bras de fer entre les départements et régions de gauche et un gouvernement de gauche. Un gouvernement de gauche qui voudra transférer aux régions des charges qu'il ne pourra pas assumer, et puis les régions qui diraient c'est quoi l'État qui se défausse sur nous. Donc l'équilibre, il va quand même s'installer naturellement. Et donc je pense qu'en termes politiques, l'argument de l'équilibre n'a pas de force auprès des électeurs. Deux petites remarques. La première, c'est que les gens qui disent ça avaient eux-mêmes tous les pouvoirs. Donc ils sont mal placés pour critiquer ceux qui pourraient les avoir aujourd'hui. Et sauf le Sénat qui a basculé récemment. Oui, mais ça fait pas longtemps. Pendant la première partie, et les régions majoritairement ces derniers temps. Oui. Et le deuxième argument, c'est que je pense que les Français n'ont pas envie d'une nouvelle cohabitation. Je pense que la cohabitation était un moment peut-être sympathique parce qu'il y a eu des aspects assez drôles à voir les ennemis cohabiter. Mais je ne pense pas que ce soit un bon moment pour les prises de décision et pour la cohérence d'une politique. Or, aujourd'hui, tout le monde ne croit pas forcément que l'un ou l'autre des candidats a une solution miracle, mais en tout cas, on a envie d'essayer et de voir ce que ça va donner. Or, une cohabitation, ça serait la paralysie de nouveau au sommet de l'État. Alors, savez-vous ce qui va se passer, Guillaume Tabar et vous autres, dimanche à 18h30 ? Les Français auront accès aux résultats par un coup de clic en allant voir soit les sites. Oui, mais Pierre Aski, vous le savez très bien, normalement, on va l'expliquer aux téléspectateurs et puis nous allons le commenter, que c'est interdit, que normalement les résultats arrivent évidemment à 20h avec la fermeture de tous les bureaux de vote, mais déjà les médias étrangers comptent contourner cet embargo. D'autres aussi, médias en France, notamment le quotidien Libération, n'excluent pas de publier les estimations de ce premier tour à partir de 18h30 sur leur site. Vous nous direz ce que vous ferez pour rue 89, mais on regarde tout ça déjà avec Sandra Cerquera. Internet et les réseaux sociaux vont-ils mettre fin à la traditionnelle messe de 20h annonçant les résultats électoraux? Les médias français, dans leur grande majorité, vont respecter l'embargo légal. Mais il est impossible d'empêcher une fuite des résultats dès la fin de l'après-midi. La loi française et le code électoral français n'est pas en adéquation avec les usages et les pratiques qui ont été fondamentalement modifiés par Internet et les réseaux sociaux. Il est évident que les résultats seront publiés et seront massivement publiés sur Twitter. Pourtant, la loi est sévère en France. Tout individu qui divulgue les estimations avant l'heure est passible de 75 000 € d'amende. Une somme qui peut être multipliée par 5 dans le cas d'un média. La Commission va mettre en place une cellule de suivi pour observer ce qui va être diffusé le soir de chaque tour de scrutin. Et cette équipe de suivi, de veille, va, le cas échéant, constater les infractions qui seront commises. Et la Commission est tout à fait déterminée à saisir le procureur de la République de toutes les infractions qu'elle aura constatées. Mais la loi ne s'applique pas aux médias basés à l'étranger, comme en Suisse ou en Belgique. Certains ont déjà annoncé qu'ils diffuseront des estimations. C'est sûr qu'on va essayer de les donner le plus vite possible. L'idée aussi, c'est d'essayer d'avoir le maximum d'informations venant de différents instituts de sondage qui se recoupent plus ou moins. Bon, peut-être ça pourrait nous permettre de donner une première estimation à 18h, parce que là, c'est vrai qu'on a un journal radio à 18h. Pour limiter les fuites, le législateur envisage pour les futures élections de retarder la fermeture des bureaux de vote dans les petites villes à 19h au lieu de 18h actuellement. Imaginez, Pierre Aski, nous sommes dimanche, il est 18h30, qu'allons-nous découvrir sur le site de rue 89 ? La vraie innovation, c'est que quoi que fasse rue 89 ou les médias, les gens auront accès à cette information. Parce que ce qui a fondamentalement changé avec Internet, c'est que les médias n'ont pas le monopole de la parole et que les citoyens auront accès à cette information sur les réseaux sociaux. Est-ce que ce sera une information? C'est une estimation. Tous les bureaux de vote n'auront pas fermé. Est-ce qu'il n'y a pas un risque? Les instituts de sondage ont développé au fil des années des moyens de faire des projections à partir des premiers dépouillements et à partir des sondages sortis des urnes qui sont relativement
relativement fidèle. Alors évidemment, il y a une marge d'erreur sans doute plus grande et qui pose problème en cas de scrutin extrêmement serré. Mais ça ne jouera pas. Et je peux vous dire que quoi que fassent les médias, et effectivement tout le monde aura les yeux fixés sur ce que nous ferons, mais les réseaux sociaux et en particulier Twitter, nous avons fait cette expérience en 2010 au moment des régionales, sans le savoir. C'est-à-dire que nous mettons à chaque fois un bloc de tweets dans notre couverture. Ça fait partie de notre mode de traitement de l'actualité. Et tout d'un coup, on a vu passer les résultats provenant de Suisse et de Belgique. Et on s'est retrouvé à donner les résultats sans l'avoir souhaité. Et je pense que ça va être généralisé dimanche soir. Et la loi est aujourd'hui totalement obsolète. C'est une ligne Maginot que les hordes d'informations contournent allègrement. Céline Braconnier, c'est une évolution incontournable ? Oui, et puis surtout, je ne pense pas qu'elle puisse changer fondamentalement la donne, parce que ce qui est vrai, c'est le fait que ça pourrait avoir des effets sur le vote pendant 2 heures. D'une part, il faut souligner que les personnes qui vont se renseigner pour connaître les estimations des 18 heures composent un cercle de citoyens politisés qui suit l'information, qui aura sans doute déjà voté. Il faut bien se dire que la plupart des gens qui sont indécis ou qui ne savent pas s'ils vont aller voter sont des gens qui ne suivent pas la politique par ce mode-là, par ce support d'information-là, premièrement. Mais deuxièmement, c'est vrai que là, si les instituts de sondage ne se trompent pas, le positionnement du premier et du deuxième candidat, et puis du troisième et du quatrième, ils sont très très proches. Donc si ça se joue à il y a quand même un signe, à 200 000 voix près, comme ça s'est joué lors du premier tour de 2002 entre Lionel Jospin et Jean-Marie Le Pen, eh bien on peut imaginer qu'en 2 heures, on puisse avoir une mobilisation différentielle qui pourrait produire des effets sur le résultat. Et ça, on aura une seule manière de le mesurer, c'est de voir a posteriori s'il y a une autre répartition que celle habituelle des votes entre 18 et 20 heures. Voilà. Mais ce qui est hallucinant dans ce débat, c'est qu'on voit bien, Pieraski emploie l'expression. Attention, Guillaume Tabar, je sais que vous êtes un gros vous tweetez beaucoup. Hein. Je respecterai la loi dimanche soir. Très actif sur Twitter. Alors, comme l'a dit Pieraski, il y a un côté de ligne Maginot de vouloir mettre des digues pour empêcher une réalité que personne ne pourra empêcher, mais il y a un procédé tout simple, vraiment tout simple, qui réglerait le problème. C'est de dire que tous les bureaux de vote ferment à la même heure. Parce que, pour bien que nos téléspectateurs comprennent, les fameuses estimations, président, ce ne sont pas des sondages qui sont faits. Ce sont des estimations faites à partir de dépouillements réels. C'est-à-dire que, comme il y a des bureaux de vote qui ferment à 6 heures, eh bien, on prend les bulletins de vote réels, dépouillés, et puis avec une règle de 3 par rapport aux habitudes de vote dans ces bureaux de vote-là, on extrapole le résultat réel. Bon, si tous les bureaux de vote étaient fermés jusqu'à 20 heures, on ne pourrait commencer cette opération d'estimation qu'à partir de 20 heures, et donc il n'y aurait strictement aucun problème. Mais c'est comme s'il y avait une fuite quelque part et que tout le monde s'excitait autour des conséquences de la fuite et que personne ne pense à fermer le robinet. Le CSA l'avait proposé, mais c'est tombé à un moment où personne ne s'intéressait vraiment à cette question. Mais pour revenir au scrutin de 2002, parce que c'est quand même le cas d'école typique où on pourrait se dire les gens voteraient. À l'époque, les Antilles votaient le dimanche comme la métropole. Et avec le décalage horaire, les Antillais qui sont allés voter en fin d'après-midi savaient que Jean-Marie Le Pen était au deuxième tour. Et ça n'a rien changé au scrutin. Or, la population d'électeurs des Antilles est quand même assez conséquente et on aurait pu imaginer qu'elle aurait pu se motiver. Voilà, on parle c'est une tempête dans un verre d'eau, même si effectivement il y a une loi qui va être transgressée par beaucoup de gens. Il y a une loi qui sera transgressée et nous donnons rendez-vous à nos téléspectateurs à partir de 20 h évidemment pour une édition spéciale qui va se poursuivre très tard dans la nuit jusqu'à 1 h du matin. Merci beaucoup d'avoir été nos invités ce soir et pour vos analyses. Restez avec moi, on va découvrir ensemble les unes de vos hebdos qui seront demain dans vos kiosques avec tout d'abord Le Point. On va commencer avec Le Point et cette révélation de la campagne selon l'hebdomadaire, la haine des riches, c'est ce qu'on aurait découvert dans cette campagne. Tous les candidats semblent d'accord pour dire avec des nuances, les plus aisés doivent contribuer à l'effort national, mais certains en font les coupables de tous les maux. Le Nouvel Observateur à présent, on change un peu de la politique, on s'oriente vers la psychanalyse, même si c'est pas très éloigné. Avec cette question, faut-il brûler la psychanalyse? Autre question posée par le Nouvel Observateur, c'est très intéressant, nous en avons parlé ce soir. Une enquête complète sur les sondeurs. Le Nouvel Obs a sondé les sondeurs et ça montre la place incroyablement importante prise par les instituts et leurs enquêtes qui, selon l'hebdo, dictent les commentaires des médias parfois et peuvent même déterminer la stratégie des candidats aussi. Enfin, on termine sur l'Express qui pose cette question. Ceux qui ruinent la France, qui sont-ils? Pieraski, regardez, qui sont-ils? Il y a les politiques, les lobbies, les syndicats, les corporations, les privilégiés. Je crois que tout
tout le monde est en train de ruiner la France. La suite du 22h est comme chaque soir. Je vous propose de suivre notre série Route de campagne. Nous sommes en Lorraine ce mercredi pour rencontrer une catégorie, vous allez le voir, particulière de salariés. Ce sont les frontaliers. Ils sont 100 000 à traverser chaque jour la frontière pour aller travailler, notamment au Luxembourg. C'est un reportage de Marie Brémaud et de Fabrice Cunet. À 27 ans, Nadia se rend tous les matins en gare de Thionville pour une destination finale, le Luxembourg. Il est 7h15, mais les gens commencent à partir à partir de 5h30 déjà à Luxembourg. Être matinal, c'est le prix à payer, en contrepartie de nombreux avantages. Aujourd'hui, on se tourne vers le Luxembourg de par le fait que le secteur bancaire est très développé. On a des sièges sociaux de grandes entreprises qui sont installés et avoir des opportunités qu'on n'aurait pas forcément en Lorraine, ça c'est sûr. Comme Nadia, ils sont 75 000 Lorrains à faire chaque jour l'aller-retour. Le Luxembourg qui leur apparaît comme un Eldorado face à un marché du travail en berne. J'ai cherché, mais le problème, effectivement, c'est que c'est un peu... Moi, je travaille dans les nouvelles technologies et c'est un secteur un peu sinistré. Par exemple, moi, je suis dans l'informatique. Si je voulais trouver un travail en informatique, ce serait Paris. Ou sinon, j'aurais beaucoup plus de difficultés, en fait. Retour à Thionville, Yannick Barba, frontalier en quête de renseignements, se rend à la maison du Luxembourg. Vous êtes seule à travailler au Luxembourg, madame aussi? Je suis tout seul à travailler. Dès qu'on a une question à poser sur l'emploi du Luxembourg, on passe directement ici et puis ils nous renseignent sur toutes les informations à propos de l'emploi luxembourgeois en tant que frontalier. La maison du Luxembourg, mise en place en 2006 par la communauté d'agglomération de Thionville, est apparue comme une nécessité. Il y a des frontaliers qui traversent, des habitants de la région qui traversent la frontière tous les jours. Il est normal qu'on s'intéresse à eux. C'est un phénomène qui est important pour la région. Il y a des villes dont plus de 50% de la population active travaille au Luxembourg, donc il est important et intéressant de les accompagner. Ici, on n'hésite pas à parler du Luxembourg comme d'une locomotive économique pour la région. Par exemple, ce ne sont pas moins de 3 milliards d'euros de salaires qui, chaque année, sont versés aux frontaliers lorrains. Et nous retrouvons en direct et en duplex Marie Brémaud, qui est place de la Comédie à Metz. Alors, chaque jour, des milliers de travailleurs franchissent la frontière avec le Luxembourg. Quels sont les avantages pour ces travailleurs, Marie ? Oui, Sonia, je suis en plein cœur de Metz, en plein cœur de la Lorraine, d'où partent ces 75 000 frontaliers quotidiennement, chaque jour à destination du Luxembourg, car il y a de nombreux avantages, notamment au niveau des salaires. En moyenne, les salaires luxembourgeois sont 20 à 30% supérieurs par rapport aux revenus français. Mais les allocations familiales sont également plus intéressantes au Luxembourg. Par exemple, si vous avez 2 enfants en France, vous percevez en moyenne 125 € par mois contre 600 au Luxembourg. Et puis, les frontaliers apprécient le fait que l'impôt soit prélevé à la source. Voilà pour les avantages, Marie. Il y a un revers de la médaille. Oui, le revers de la médaille que dénoncent certains chefs d'entreprise lorrains. Ces patrons regrettent qu'une main-d'œuvre qualifiée, souvent formée en France, part directement tenter sa chance au Luxembourg à l'issue de ses études ou bien de sa formation. Du coup, on commence à manquer de main-d'œuvre qualifiée en Lorraine. Et puis, il y a les mesures protectionnistes que commence à mettre en place le gouvernement luxembourgeois. Par exemple, il y a cette loi promulguée en 2010 et qui limite les prestations familiales pour les frontaliers. Du coup, eh bien, des associations de frontaliers ont décidé de porter l'affaire devant la Cour de justice des communautés européennes. Merci beaucoup, Marie Brémaud. Je précise qu'on vous retrouve demain à Nancy avec des militants à J-3 avant le premier tour de la présidentielle. Merci à vous. Le 22h, la suite avec nos invités. Je vous les présente. Invité politique Damien Lempereur. Bonsoir. Bienvenue à vous pour la première fois sur le plateau Public Sénat. Vous êtes porte-parole de Nicolas Dupont-Aignan et on découvre qu'il y a des hommes et des femmes derrière le candidat. Donc c'est un plaisir de vous recevoir. Avec nous également notre chroniqueur Jean-Louis Goumou. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Jean-Louis, hier ensemble, nous avons parlé des prévisions pessimistes du FMI pour 2013, autour de 1%. Et on a entendu aujourd'hui les principaux candidats, Nicolas Sarkozy et François Hollande, dire qu'ils ne vont pas tenir compte de ces prévisions.
Alors, vu qu'elles sont pessimistes, le FMI dirait qu'elles sont réalistes. Et c'est ça tout le problème. Est-ce qu'elles sont pessimistes ou réalistes? Alors, la différence, et c'est intéressant parce que ce soit M. Sarkozy ou M. Hollande, ils sont sur le même taux de croissance pour 2013, 1,7%. Le FMI dit non, pas du tout, vous ne ferez que 1%. Alors, c'est important qu'ils rappellent, nos deux candidats rappellent qu'ils tiennent mordicus à leurs prévisions parce que, en réalité, ça conditionne la réalisation du déficit budgétaire à 3%, sur lequel ils s'engagent pour 2013. Si jamais on fait la croissance de 1% comme le prévoit le Fonds monétaire international, il manque aux deux programmes de l'ordre de 10 à 15 milliards. Autrement dit, pratiquement la moitié du financement de l'année 2013 qu'il prévoit de manière différente l'un et l'autre. Donc ça le met complètement par terre. Alors, qui croire ? En réalité, on ne connaît pas vraiment la méthode qui arrive à 1% ou la méthode qui arrive à 1,7%. Ce que l'on peut dire, c'est que si la croissance, cette année, en 2012, est de 0,5 ou 0,7%, comme généralement on le prévoit, il faudrait une accélération extrêmement rapide en fin d'année pour arriver à 1,7%. C'est pour ça qu'on est sceptique sur 1,7%. Et on le sera encore plus à la fin du mois de mai, c'est-à-dire une fois que le nouveau président sera installé à l'Élysée, quand la Commission européenne jugera la copie que M. Sarkozy a remis en début du mois à la Commission, sur le plan de réduction du déficit budgétaire, où, sans aucun doute, cette copie reviendra en France en disant « à revoir, vos prévisions ne sont pas bonnes ». Et ça sera vrai aussi bien pour M. Hollande que pour M. Sarkozy. Jean-Louis, on poursuit notre chronique. Je voulais simplement faire réagir Damien Lempereur. J'ai vu dans votre programme, dans celui de Nicolas Dupont-Aignan, que la prévision pour 2013, alors là, c'est une prévision superbe, elle est de 3%. 3%. Non, c'est pas tout à fait ça. En fait, on s'est basé sur un taux de croissance prévisionnelle qui est légèrement inférieur à celui qu'on a connu entre 2002 c'est ce qui est marqué, hein, c'est ce que je lis, oui. et aujourd'hui. Mais ce qu'on veut faire comprendre, justement... Mais on est d'accord sur le chiffre ? Non, je pense que c'est... 3%. Quel est le taux la prévision pour 2013 ? On s'était basé sur 1,2, mais à partir du moment où on sort de l'euro, puisque c'est le point central de notre projet économique, on explique que justement, il faut changer le cadre économique qui nous contraint aujourd'hui pour pouvoir relancer la croissance. Il faut sortir de ces politiques de rigueur, donc les 3%, d'austérité. Si vous sortez de l'euro. Bien sûr, c'est vraiment la clé indispensable pour relancer notre économie. Voilà. C'est ce qui était inscrit, il me semble, avec condition sortie de l'euro, 3% quand même. Hein. On va le vérifier. Jean-Louis Gombault, justement, puisque vous parlez de ce retour de la croissance qui est nécessaire, on voit qu'on nous pousse à plus de rigueur dans les différents pays. Est-ce que rajouter plus de croissance, c'est une thèse qu'on va de plus en plus entendre et qui peut porter ses fruits? Alors ça va faire plaisir à M. Hollande parce qu'il répète ça depuis le début de sa campagne. Il y a un constat qui s'établit aujourd'hui en Europe. L'Italie aujourd'hui a dit nous sommes entrés en récession, donc nous ne pourrons pas atteindre nos objectifs budgétaires. L'Espagne a dit la même chose hier. Monsieur le ministre des Finances a dit nous sommes entrés en récession, nous ne pourrons pas remplir notre déficit budgétaire. Et puis la Grèce, on ne sait pas également où elle va s'en sortir. Le FMI a dit dans son rapport d'hier si on fait trop d'austérité, on va nuire à la croissance. Il faut essayer d'une manière ou d'une autre, et d'ailleurs il ne le précise pas parce que ce n'est pas si simple que ça, il faut rétablir les conditions de la croissance. Donc le débat est en train d'évoluer incontestablement en Europe pour retrouver un petit peu de croissance. Donc ceci peut favoriser évidemment les thèses de M. Hollande. Il faut voir que maintenant qu'on va rentrer ce débat en entrant dans une période politique compliquée, élection du président de la République française. Le 24 mai, le Bundestag se prononce pour savoir s'il accepte le nouveau pacte de stabilité. Le référendum en Irlande. Donc on est sur des points, disons, d'instabilité politique qui risquent de remettre, en fin de compte, sur le chantier, de remettre tout en question, tout ce qui a été fait depuis 6 mois et qui est axé effectivement rigueur, pour essayer d'évoluer sur un thème plus croissance. Ça va dans votre sens, Damien Lempereur? Tout à fait, absolument. C'était l'objectif qu'il faudrait atteindre. Néanmoins, on est dans un cadre aujourd'hui politique, économique et, il faut le dire, européen, fixé par les traités européens aujourd'hui, les traités qui ont d'ailleurs été rejetés par le peuple français, il faut le rappeler, en 2005, et que le PS et l'UMP ont fait passer dans le dos des Français à Versailles. Ces traités, aujourd'hui, nous contraignent et ne nous permettent absolument pas la politique de croissance qui serait nécessaire, effectivement, pour faire vraiment du bien à notre économie. Regardez aujourd'hui, la Grèce, l'Espagne, le Portugal, tous ces pays sont dans la zone euro. Et si vous regardez dans l'Union européenne, les pays qui ne sont pas dans la zone euro, le Danemark, la Pologne, la Suède sont des pays
qui non seulement ne sont pas en crise, mais qui ont des taux de croissance exceptionnels. Le Danemark, la Pologne ont des taux de croissance supérieurs à 4% aujourd'hui, à l'heure où on se parle. Et comme par hasard, ce sont des pays qui ne sont pas dans la zone euro. C'est pour ça, je vous le disais, la clé pour nous, c'est vraiment que la France puisse retrouver Je vais laisser Jean-Louis poser sa une question liberté et je vais aller monétaire. sur un autre thème important dans votre Le campagne. seul problème, c'est que vous êtes, avec Madame Le Pen, dans cette élection présidentielle, vous êtes le seul à prétendre, à vouloir cette sortie. Si. Dans les candidats, si. Vous êtes le seul avec Madame Le Pen. Il y en a 10, on les a comptés, il n'y a que vous et Madame On Le est Pen. même en fait les seuls à vraiment l'assumer, puisque Madame Le Pen a fait marche arrière sur cette question, qui est pourtant défendue par nombre d'économistes. Moi, j'aime bien Monsieur Gombault, mais Stiglitz est un prix Nobel. Oui. Stiglitz, Krugman, qui sont des prix attention, Nobel. peut-être un prix Nobel à venir pour Jean-Louis. Hein. Maurice Allais, qui est le prix Nobel français, le seul aujourd'hui prix Nobel d'économie en France, ils avaient tous expliqué que l'euro... Plusieurs économistes se sont aussi trompés. Non, les Damien, économistes qui aujourd'hui nous répètent sur les plateaux à longueur de temps que l'euro est une mauvaise chose, alors qu'on voit que dans la zone euro, ce sont justement les pays qui sont dans l'euro qui vont mal, les économistes qui nous l'expliquent sont tous conseillers de grandes banques ou travaillent pour des cabinets qui profitent directement de l'euro. Nous, on explique la vérité aux Français. Vous faites partie donc de l'équipe de Nicolas Dupont-Aignan. On vous découvre ce soir. On a souvent reçu Nicolas Dupont-Aignan sur ce plateau. Il nous parle souvent, et dans d'autres médias aussi, des salaires, des riches. Vous voyez cette une que j'ai montrée tout à l'heure du Point, la haine des riches. Est-ce que c'est un référendum sur l'argent, cette élection, pour vous? Non, ça ne devrait pas l'être en tout cas. Mais lorsqu'on permet dans une société tous les abus, lorsque l'on permet à ceux qui gagnent leur argent de façon illégitime d'en gagner toujours plus, lorsque l'on serre toujours plus la ceinture, qu'elle soit bleue aujourd'hui avec Nicolas Sarkozy ou qu'elle soit rose demain avec François Hollande, lorsque l'on permet au pouvoir politique de serrer toujours plus cette ceinture pour les plus pauvres et ceux qui travaillent, il est évident qu'on va vers ce genre d'excès. Donc, vous répondez oui à ma question. Oui, selon vous, c'est un référendum sur l'argent. Merci beaucoup, Damien Lamprand. On vous a découvert ce soir sur le plateau de Public Sénat. Merci à vous pour votre invitation. Merci d'avoir été notre invité. Merci à vous, Jean-Louis, pour votre analyse. La suite du 22h, avec tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité, c'est le tour de l'info. Il est préparé par Cécile Sixou. 24 ans, Aung San Suu Kyi n'est pas sortie de son pays, la Birmanie, et elle a choisi la Norvège pour son premier déplacement à l'étranger. Elle compte y recevoir son prix Nobel décerné par l'Académie en 1991. Ce voyage n'est pas sans symbole, c'est un signe de confiance envers l'actuel régime birman. La visite est prévue mi-juin. D'ici là, l'opposante birmane aura certainement obtenu un passeport. La dame de Rangoon a également prévu de se rendre en Grande-Bretagne, là où vivent ses deux fils. Je souhaite retourner à mes obligations et je regrette beaucoup. Je me suis trompé et cela ne se reproduira pas. Fait rarissime, le roi demande pardon. Juan Carlos regrette avoir suscité une telle polémique dans son pays. La semaine dernière, blessé à la hanche au Botswana, il est rapatrié d'urgence en Espagne pour être soigné. Stupeur pour les Espagnols, ils découvrent que leur majesté s'offre des parties de chasse à l'éléphant très coûteuses, alors que le pays est miné par la crise économique. Une nouvelle histoire qui vient entacher l'image de Juan Carlos, déjà écorné par des affaires de corruption. Collège cherche professeurs d'anglais et de français. À défaut de trouver des remplaçants par les voies habituelles, 2 collèges lorrains ont eu recours au système D. Ils recrutent via Internet. Ils ont déposé une annonce sur le site leboncoin.fr. Stupéfiant pour la FCPE, l'association de parents d'élèves. Elle dénonce l'incapacité du rectorat à recruter. Hasard du calendrier ou pas, à quelques jours du premier tour, les vieux dossiers de Jean-Luc Mélenchon sortent sur la place publique et font les choux gras de la presse. Parmi les casseroles du candidat Front de Gauche, un déjeuner secret avec Henri Guénaud il y a 2 ans ou sa présence à la Légion d'honneur de Patrick Buisson. Pour expliquer ces relations, le candidat répond par l'humour. On peut faire une histoire de tout. Par exemple, j'ai peut-être rencontré E.T. J'avoue que j'ai été photographié à de nombreuses reprises avec le Père Noël, dont je tiens à dire qu'il a un habit rouge, extrêmement rouge. La dernière histoire sortie des cartons, c'est sa présence à la cérémonie d'investiture de Nicolas Sarkozy, à qui il avait même serré la main. Le service après-vente des émissions d'Omar et Fred devient le service avant-vote d'Eva Joly. Eva Joly, Eva Joala, Eva Joly, où l'amour danse avec la vie, c'est sans pesticides.
et sans OGM. EELV. Les militants écologistes se sont amusés à parodier la série de Canal+. Objectif, faire la pub d'un numéro de téléphone où les électeurs peuvent poser leurs questions, mais aussi rappeler le programme de la candidate. T'inquiète pas mec, quand Eva Joly sera élue, tu pourras fumer des spliffs en toute légalité. Non. Voilà, et on finit ce journal sur le service, donc avant vote d'Eva Joly. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur Public Sénat. Tout de suite, votre émission Déshabillons-les. Je vous dis à demain avec plaisir.